On avait cru comprendre, on avait cru entendre que vous disiez cette crise elle est passagère. La crise de l'euro est derrière nous. Vous aviez prononcé ces mots au début de l'année dernière, par exemple. Qu'est-ce qu'on a réglé jusqu'à présent? Et j'y ai contribué puissamment. C'est précisément la crise de la zone euro. Elle n'est pas réglée. Il y a eu Chypre encore récemment. Peut-être la Slovénie demain. Oui, enfin, là, ce sont des pays de taille modeste que nous traitons, non sans difficulté compte tenu des excès du système financier. L'Italie toujours fragile. L'Italie fragile. C'est un grand pays. Les mécanismes, là encore, ont été introduits depuis 10 mois. Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro des infos dont on parle peu. Alors je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour un numéro complet après ma petite escapade à Paris. Vous avez vu notre président de la République intervenir sur France Télévisions. Alors est-ce qu'il a été crédible selon vous? Bon, pour moi, sur tous les sujets, il a été pas du tout crédible, que ce soit sur le chômage, sur la crise de la zone euro qui est traitée puissamment. Chypre a été traité puissamment. C'est ce que nous allons voir dans ces infos, vous allez voir si ça a été traité puissamment. Alors Hollande minimise la crise en disant qu'il reste des petits pays à traiter, comme la Slovénie, mais ce n'est pas une histoire de petits pays ou de gros pays, c'est une histoire de crise bancaire, une histoire de crise de confiance aussi. Crise bancaire puisque toutes les banques sont agrippées les unes aux autres. Donc quand les banques chypriotes sont en grande difficulté, d'autres banques suivront forcément. Ce sera peut-être des banques slovènes, des banques espagnoles ou italiennes, mais les dominos vont continuer de tomber. Donc Hollande n'est pas du tout crédible sur le coup et le journaliste a été nul puisqu'il n'a pas su relancer notre président sur ce sujet. On va passer au sommaire de ce numéro, on va parler d'infos internationales, on va parler d'économie, on va parler de santé environnement. Alors accrochez vos ceintures et on y va. On commence ces infos internationales en parlant du sujet chaud du moment et c'est bien sûr la crise en Corée, entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, avec les Américains derrière. On va reprendre les événements chronologiquement en partant du 25 mars. Alors le 25 mars, la Corée du Sud et les États-Unis ont signé un accord militaire afin de répondre aux provocations de la Corée du Nord. Cet accord prévoit une réponse commune si la Corée du Nord attaque. 28 000 soldats US sont stationnés en Corée du Sud et les États-Unis ont déjà proposé de déployer un parapluie nucléaire. Le 27 mars, les hauts gradés nord-coréens ont décidé de couper la communication directe avec leurs homologues du Sud et avec les États-Unis. Le 30 mars, nouvelle surenchère de la Corée du Nord, Pyongyang a annoncé être en état de guerre avec la Corée du Sud. Je cite, « À partir de maintenant, toutes les questions entre les deux Corées seront traitées selon un protocole de temps de guerre. » C'est ce qu'a déclaré la Corée du Nord dans un communiqué et il poursuit « La situation prévalant de longue date selon laquelle la péninsule coréenne n'est ni en guerre ni en paix est terminée. Le 1er avril, on continue. Séoul promet une violente riposte en cas d'attaque nord-coréenne. Les États-Unis ont positionné près des côtes nord-coréennes le destroyer USS Fitzgerald et ont déployé des avions de chasse furtifs F-22 dans le cadre de manœuvres américano-sud-coréennes. Le 3 avril, on continue. L'armée nord-coréenne a annoncé qu'elle avait reçu l'approbation finale pour déclencher des opérations militaires contre les États-Unis, y compris d'éventuelles frappes nucléaires. Dans un communiqué, l'agence officielle de Corée du Nord annonce officiellement à Washington que les menaces américaines seront écrasées, je cite, écrasées par des moyens de frappe nucléaires. Je cite encore, l'opération impitoyable des forces nord-coréennes a été définitivement examinée et ratifiée, affirme le communiqué. Le 4 avril, on continue, le ministre sud-coréen de la Défense affirme qu'un missile nord-coréen d'une portée théorique de 3000 km a été installé sur la côte est du pays. Et enfin, le 5 avril, la Corée du Nord a proposé à la Russie d'envisager l'évacuation de son ambassade. C'est ce qu'elle a déclaré un porte-parole de l'ambassade russe à Pyongyang. Alors si on ajoute à ça la crise entre la Chine et le Japon à propos des îles Senkaku Diaoyu, si on ajoute à ça les manœuvres militaires des Américains aux Philippines, ce qui déplaît fortement en Chine, on a une partie du monde en état d'alerte et en état de guerre qui fait vraiment très très peur. On voit que l'Occident tente d'atteindre la Chine par la Corée du Nord, par le biais de la Corée du Nord, et également par les manœuvres militaires aux Philippines. On a aussi des manœuvres pour déstabiliser la Russie, que ce soit des manœuvres économiques avec Chypre, que ce soit des manœuvres économiques en essayant de se passer du gaz russe. Alors les deux entités, Russie et Chine, se rapprochent encore, puisque la Russie va vendre à la Chine
1 million de barils de pétrole par jour. On parle maintenant du Moyen-Orient. On va parler de la Syrie d'abord, puisque le 21 mars, il y a eu un attentat suicide dans une mosquée de la capitale syrienne qui a fait au moins 42 morts, dont le Tchèque Mohammad Saïd al-Bouti, un important dignitaire religieux sunnite âgé de 83 ans, qui était un soutien déclaré du président syrien. Plusieurs dizaines de personnes ont également été blessées. Alors évidemment, tout laisse à penser que ce soit les rebelles qui sont à l'origine de cet attentat. On parle de Gaza et d'Israël, où la tension est remontée d'un seul coup, suite à la mort d'un détenu palestinien condamné à la prison à perpétuité. Il est mort à l'âge de 64 ans d'un cancer de la gorge. Cet homme, c'est Maïzra Abou Hamdieh. Donc les Palestiniens accusent Israël de négligence. Alors suite à sa mort, il y a eu un déclenchement de mouvements de protestation dans 4 établissements pénitentiaires de haute sécurité. Des renforts ont été dépêchés pour calmer les esprits et des affrontements ont aussi éclaté à Hébron dans le sud de la Cisjordanie. Alors il y a eu aussi des roquettes parties de Gaza sur Israël et bien évidemment Israël a répliqué. Alors l'armée de l'air israélienne a effectué 3 frappes sur le nord de la bande de Gaza, les premières depuis la fin novembre où avait été conclue la trêve entre Israël et le Hamas. Ces raids israéliens qui ont apparemment visé délibérément des champs déserts n'ont pas fait de blessés. On passe maintenant à la partie économie, et on va bien sûr parler de Chypre, puisque de longues files d'attente se sont formées le 5 avril devant certaines banques à Chypre en raison de rumeurs sur une ponction sur tous les comptes bancaires que les autorités ont promptement démenti. En tout cas, encore une fois, s'il fallait encore le démontrer, la confiance envers le système bancaire est rompue. Voilà qui répond à ce que disait Hollande et la sortie de crise. Il n'y a pas de sortie de crise. On continue toujours à Chypre, puisque ça continue de bouger. Le 2 avril dernier, le ministre des Finances, Michalis Saris, a démissionné. Ce dernier a dit partir pour laisser le champ libre aux enquêteurs chargés de déterminer les responsabilités au plus haut niveau dans la crise bancaire sans précédent qui frappe le pays. On parle maintenant des BRICS, vous savez, les pays émergents, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Eh bien, quelques informations très très importantes sur ces BRICS. Puisque d'abord sur les conflits en Syrie et en Iran, les BRICS ont fait part de leurs préoccupations face à la détérioration de la situation militaire et humanitaire en Syrie et devant les risques d'escalade militaire en Iran. Je cite, « Nous exprimons notre profonde inquiétude face à la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire en Syrie et condamnons l'augmentation des violations des droits de l'homme et des lois humanitaires internationales alors que la violence continue. Nous réaffirmons notre opposition à toute militarisation supplémentaire du conflit. » Voilà pour la Syrie. Concernant l'Iran, les BRICS ont fait part de leurs préoccupations face au risque d'escalade militaire, alors que les États-Unis et Israël menacent d'empêcher Téhéran de se doter de l'arme atomique. Je cite, « Nous reconnaissons le droit de l'Iran d'utiliser l'énergie nucléaire à des fins pacifiques dans le cadre de ses obligations internationales et soutenons une résolution des problèmes par des voies politiques et diplomatiques et par le dialogue. » Voilà qui va pencher très lourd dans la balance, puisque les BRICS commencent à... C'est pas vraiment des pays émergents, mais ils ont vraiment beaucoup de poids, de plus en plus de poids politiquement et géopolitiquement. On continue, c'est toujours avec les BRICS, puisqu'ils se sont mis d'accord pour créer une banque de développement commune destinée à financer d'importants projets d'infrastructure. Je cite, « Cette banque a été créée pour concurrencer la Banque mondiale. Chaque pays émettra 10 milliards de dollars pour commencer, soit un capital de départ de 50 milliards de dollars. » Voilà une décision qui va vraiment faire contrepoids par rapport à la Banque mondiale. Alors justement, puisqu'on parle de la Banque mondiale, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Je cite, « Nous saluons la création d'une banque de développement par les pays des BRICS et nous sommes prêts à travailler étroitement avec cette nouvelle banque pour mettre un terme à la pauvreté. » Voilà pour la citation de la Banque mondiale. Alors ça me fait vraiment rigoler, quoi. Pour mettre un terme à la pauvreté. Alors je pense que c'est une occasion rêvée pour parler de nouveau de John Perkins, dont je vous parlais déjà la semaine dernière dans ma vidéo, et de son livre « Confession d'un assassin financier ». Je parle régulièrement de ce livre, je parle régulièrement de John Perkins parce que c'est très important si on veut comprendre comment fonctionne l'Empire. La Troïka a pris le contrôle de Chypre. Alors, dans la Troïka, il y a bien sûr la Banque mondiale. Alors ils ont pris le contrôle de Chypre, ils vont bien sûr demander les privatisations
des systèmes publics de Chypre. Ils vont bien sûr récupérer les gisements de gaz de Chypre, bien évidemment. Regardez comment John Perkins explique dans cette vidéo, qui fait 19 minutes, mais je vous l'ai coupé, j'en ai mis que 2 minutes 30. Mais regardez comment il explique comment on prend le contrôle d'un pays, lui qui a vécu ça de l'intérieur. Tout le monde devra avoir vu cette vidéo. Regardez. Debt is the weapon used to conquer and enslave societies, and interest is its prime ammunition. And as the majority walks around oblivious to this reality, the banks, in collusion with governments and corporations, continue to perfect and expand their tactics of economic warfare, spawning new bases, such as the World Bank and International Monetary Fund, while also inventing a new type of soldier, the birth of the economic hitman. We economic hitmen really have been the ones responsible for creating this first truly global empire. And we work many different ways. But perhaps the most common is that we will identify a country that has resources our corporations covet, like oil, and then arrange a huge loan to that country from the World Bank or one of its sister organizations. But the money never actually goes to the country. Instead, it goes to our big corporations to build infrastructure projects in that country, power plants, industrial parks, ports, things that benefit a few rich people in that country, in addition to our corporations, but really don't help the majority of the people at all. However, those people, the whole country is left holding a huge debt. It's such a big debt they can't repay it, and that's part of the plan. That they can't repay it. And so at some point we economic hitmen go back to them and say, listen, you owe us a lot of money, can't pay your debts, so sell your oil real cheap to our oil companies. Allow us to build a military base in your country, or send troops in support of ours to someplace in the world like Iraq, or vote with us on the next UN vote. To have their electric utility company privatized and their water and sewage system privatized and sold to U.S. corporations or other multinational corporations. So there was that whole mushrooming thing, and it's so typical of the way the IMF and the World Bank work, that you put a country in debt, it's such a big debt it can't pay it, and then you offer to refinance that debt and pay even more interest. And you demand this quid pro quo, which you call a conditionality or good governance, which means basically that they've got to sell off their resources, including many of their social services, their utility companies, their school systems sometimes, their penal systems, their insurance systems, to foreign corporations. So it's a double, triple, quadruple whammy. On continue sur l'économie en parlant du chômage en Europe, puisqu'on compte maintenant 19 millions de chômeurs dans la zone euro, soit 12% de la population active. On nous avait promis le plein emploi, voilà le résultat. Le gaz de schiste en Grande-Bretagne, le ministre britannique des Finances annonce la mise en place de mesures fiscales incitatives pour faciliter le développement des gaz de schiste. Le pays compte bien devenir leader de cette industrie en Europe. La Grande-Bretagne sera, avec la Pologne, en pointe pour l'extraction du gaz de schiste en Europe, et ce malgré les dangers que la technique de fracturation représente pour l'environnement. On parle de nos amis du Qatar maintenant, puisque cette semaine encore on en a appris de bien bonnes. D'abord, le Qatar va prendre le commandement de la chaîne de magasins français Printemps. C'est pas beau ça ? Printemps qui a réalisé près de 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2012, dont la moitié dans le magasin historique du boulevard Haussmann à Paris, et a dégagé un résultat opérationnel de 40 millions d'euros. Un nouveau fleuron français qui nous échappe et qui atterrit dans les mains du Qatar. Et c'est pas fini, puisque on apprend que le groupe Nexter, groupe industriel de l'armement appartenant à l'État français, qui fabrique du matériel militaire pour le combat terrestre, aéroterrestre, aéronaval et naval, pourrait être vendu lui aussi au Qatar. Et pendant que nous pataugeons dans la dette, l'Islande, elle, a annoncé qu'elle allait inculper plusieurs anciens cadres et dirigeants, dont le patron de son ex-plus grande banque, Copfing, pour des fraudes qui ont dissimulé la mauvaise santé de l'établissement avant sa faillite en 2008. Le procureur spécial a indiqué à l'AFP qu'il lancerait des poursuites contre Edmar Mar Sigurdsson et 8 anciens cadres responsables de la banque. On termine la partie économie en parlant des États-Unis et de la ville de Stockton, 290 000 habitants,
située à 140 km de San Francisco, qui a été mise en banqueroute. Cela faisait plus d'1 an que cette ville était en grande difficulté et que les officiels essayaient de trouver des solutions avec les créanciers, mais cette fois, la banqueroute ne peut être évitée. Le taux de chômage et de crime a dramatiquement augmenté et Stockton est maintenant une des pires villes du pays en matière de chômage et d'insécurité. On passe maintenant à la partie santé-environnement et on va parler d'abord des boissons. Une étude présentée le 19 mars à la réunion annuelle de l'American Heart Association à Dallas évalue à 180 000 le nombre de décès dans le monde chaque année liés à la consommation de boissons sucrées, jus de fruits, boissons pour sportifs et sodas. Selon les chercheurs, ces boissons seraient à l'origine de 133 000 décès par diabète, 44 000 décès par maladie cardiovasculaire et 6 000 décès par cancer. 78% de ces décès interviendraient dans des pays pauvres et les pays à PIB moyen. Une information assez ahurissante, puisqu'on apprend que les eaux de la Manche seraient plus radioactives que celles de Fukushima. Lors d'un prélèvement en octobre 2012, l'association ACRO a relevé une concentration de tritium anormalement élevée dans l'eau de mer de la baie d'Ecarglin, à proximité de l'usine d'Areva de La Hague, dans la Manche. Tout simplement incroyable. On parle encore de la malbouffe, puisque dans la Haute-Loire, on a relevé une fraude à l'emballage de barquettes de viande dans un supermarché. Les barquettes de viande étaient réemballées avec un changement de date sur les étiquettes. Selon les premiers éléments, cette pratique était bien organisée et se déroulait depuis un certain temps. Après la mise en cause de l'industrie agroalimentaire à propos de la viande de cheval, voilà une fraude manifestement de la grande distribution. Alors on a le droit de se poser certaines questions. Peut-on encore faire confiance à toute cette chaîne alimentaire ? On continue à parler de bouffe ou de malbouffe comme vous voulez. On va parler des OGM, puisque la Chambre des représentants américaine a passé un ajout de dernière minute pour la loi Agricultural Approbation Bill pour la période de 2013. Alors cet ajout comprend une disposition protégeant les semenciers d'OGM par rapport aux risques pour la santé en cas de litige. Les adversaires de ces lobbyistes de la biotechnologie l'ont nommé Monsanto Protection Act, car elle priverait les tribunaux fédéraux de l'autorité de faire cesser immédiatement la plantation et la vente de récoltes OGM, indépendamment de toute préoccupation de santé du consommateur. Bon appétit à tous. Et on termine cette vidéo avec une dernière nouvelle. On apprend encore une fuite de pétrole. Cette fois-ci, c'est une fuite dans un pipeline. Alors c'est une fuite qualifiée de très importante sur le pipeline d'ExxonMobil en Arkansas aux États-Unis. L'équivalent de 12 000 barils de pétrole a été déversé en pleine nature, ou plutôt dans un petit village, ce qui a nécessité l'évacuation d'une vingtaine d'habitations. Voilà, c'est terminé pour cette semaine. Je vous remercie encore tous pour votre soutien. Je vous remercie encore tous pour vos informations. Je m'excuse par l'avance à tous ceux à qui je ne pourrai pas répondre par email ou autre, parce que par faute de temps, tout simplement, en fait. N'oubliez pas que cette émission est comme elle est aujourd'hui grâce à vous. Donc merci de continuer à me soutenir. Restez bien informés et rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres informations. Ciao!